Alors, on a le plaisir de vous accueillir dans les locaux de Compify, qui est un groupe de marketing digital. Je vais dire un petit mot aussi sur Advisors, qui est l'agence qui anime justement cette conférence qui fait partie du groupe. Advisors, c'est une agence qui est pure player, AdWords et Social Ads, spécialisée sur la publicité et la gestion de campagnes de publicité en ligne. On gère à peu près 70 millions d'euros de budget média à l'année et on accompagne plus de 130 clients en France et à l'international. Donc on bosse avec pas mal d'applications et on s'est dit que ce serait intéressant aujourd'hui justement de faire un focus dessus parce qu'on a pas mal de clients et on a testé beaucoup de choses justement en France et à l'étranger. Et aujourd'hui on a justement le plaisir d'accueillir Marina qui est développement manager spécialisée sur les apps mobiles chez Google et qui va justement nous présenter tous ces nouveaux produits. Également Christian qui est ici présent et qui est expert sur les solutions Universal App Campaign chez Google et Valentin Quelard qui est directeur technique chez Advisors et qui aura aussi l'occasion de vous faire cette présentation. Donc merci à tous d'être venus et n'hésitez pas si vous avez des questions, il faut que ce soit interactif. Le but c'est qu'on échange ensemble et que vous puissiez poser des questions aussi aux équipes de Google puisqu'elles sont là pour vous aujourd'hui ce matin. Alors bonjour à tous, donc, effectivement merci d'être venus aussi tôt ce matin pour participer à cet événement. L'idée un petit peu de cet événement comme on l'a pensé à la base, c'est en gros par rapport au constat que d'une part les produits d'Universal App Campaign de Google étaient tout simplement canons, vous pouvez les utiliser et que ça avait un très fort potentiel pour la croissance de votre application, qui est quand même un petit peu l'élément déterminant du succès ou non d'une application. Et on a analysé chez Advisor, notamment en réalisant pas mal d'audits et en analysant pas mal de comptes, que les Universal App Campaign, même si elles étaient développées chez un bon nombre de clients, n'étaient pas utilisées à leur pleine puissance, notamment avec les nouveaux produits qui sont sortis l'année dernière, qui sont très peu utilisés. Donc typiquement, l'idée de cette matinée va être, d'une part, évidemment, de vous présenter un petit peu le produit et comment ça fonctionne, mais surtout de vous donner les clés pour réussir avec ces campagnes d'Universal App Campaign, en vous donnant certaines best practices, en vous présentant certains produits que vous pourrez utiliser avec succès sur vos applications. Enfin, on va terminer avec un cas, parce que OpenGo a la gentillesse d'être venu ce matin pour nous présenter un petit peu le partenariat qu'on a joué avec eux. Alors, je vais laisser Marina vous présenter un petit peu le marché de l'application en France. Merci Valentin. Bonjour à tous. Je suis Marina, je suis consultante en marketing des applications mobiles chez Google et je travaille étroitement avec Advisors qui sont aussi experts en marketing des applications mobiles. Parfois, c'est moi qui apprends de leur part. Et aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle produit, qu'on parle visibilité, notoriété de vos applications, j'aimerais qu'on se fasse un petit rappel de quelques chiffres clés. Vous auriez peut-être vu certains chiffres déjà dans la presse, mais d'autres chiffres sont tout frais, donc j'espère que vous allez apprendre avec moi. On va faire juste une petite gymnastique pour le cerveau, pour voir si le café il a eu son effet. Est-ce que vous savez combien de temps les Français ils passent par jour sur les applications mobiles? Juste, vous pouvez faire... balancer comme ça un chiffre. 2 heures 3 4 bon. Des gamers, peut-être, oui. Oui, ça dépend. En effet, c'est vrai que ça dépend des catégories, mais en moyenne, ils passent 1h30, donc ça fait 43 jours par an. C'est quand même c'est impressionnant. Ça veut dire que pour vous, pour faire une promotion de votre application à travers les autres applis, c'est quand même un média impactant, car voilà, autant de passer au quotidien dans les applications. Un autre chiffre que j'aimerais bien partager, c'est qu'à peu près 80% d'utilisateurs d'applications mobiles en France déclarent être responsables d'achat du foyer. Donc ça veut dire que voilà, ça reste aussi quand même un média puissant à prendre en compte dans vos plans médias. Les Français sont, c'est quand même, la France c'est le 5e pays dans le monde où environ 25% d'utilisateurs installent plus de 4 applications par mois. C'est beaucoup, c'est plus qu'aux États-Unis.
Donc c'est des gros consommateurs d'applications mobiles. Voilà, à peu près, en moyenne, les Français, ils ont 90 applis installées sur leur smartphone. Donc ils consomment beaucoup, mais sur ces 90, ils utilisent en moyenne 35 applis de manière active au quotidien. La part du marché d'Android et d'iOS, en effet, quand vous construisez votre plan média, il faut vraiment garder en tête qu'Android a 60% de part de marché en France. Mais il faut penser toujours, bien sûr, aux deux systèmes d'exploitation. Et si vous faites une promotion d'application, si votre appli existe en deux versions, bien sûr, il faut penser aux deux. Et si on fait un zoom sur Universal App Campaign, sur la promotion d'applications via Google, c'est vrai que la France, c'est notre 3e plus grand marché en termes d'investissement, en termes de dépenses en promotion d'applications, juste derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et c'est surtout les annonceurs du secteur gaming et retail, e-commerce, qui investissent le plus dans la promotion de leurs applications. Mais on a aussi beaucoup de travel, beaucoup de finances et les applications dites utilitaires, donc tout ce qui est tools. Voilà, je vais passer la parole à Christian qui va vous expliquer comment il marche l'algorithme et la promotion des applications via Google. Merci Marina, bonjour à tous, je m'appelle Christian et je suis chez Google depuis 8 ans. J'ai commencé dans le secteur du retail, devant la caméra. Dans le secteur du retail, et après j'ai rejoint des fonctions produits, d'abord sur le search pour la France et après sur le mobile, et ça fait 4 ans que je travaille sur la partie promotion d'applications, qui est un business assez intéressant. Pour vous donner la petite histoire, il y a 4 ans, il y a ce qu'on appelle un global lead, donc nos alter ego aux États-Unis, qui s'est réveillé, qui a dit « Ah, mais il y a Facebook qui fait énormément de business sur la promotion d'applications et Google est très peu présent. » Aujourd'hui, Facebook a évidemment un partenaire très important pour la promotion d'applications, et Google s'est réveillé et a dit il faut qu'on attaque ce marché de la promotion d'applications. La difficulté, c'est que la promotion d'applications sur Google et AdWords à l'époque, à savoir il y a 4 ans, ça se faisait à travers des campagnes qu'on appelle des campagnes dédiées ou des campagnes standalone, des campagnes de search, des campagnes de display et des campagnes YouTube. Donc en gros, AdWords n'était pas du tout adapté pour la promotion d'applications. L'idée de la création d'un type de campagne entièrement dédié à la promotion d'applications est née à peu près il y a 4 ans, avec un objectif initial de simplifier le management des campagnes. Donc le point de départ de ces Universal App Campaign, c'est la simplicité de gestion de vos campagnes d'applications. Puis avec le temps, avec l'avènement ce qu'on appelle le machine learning, le développement de ces campagnes a pris une tournure et une saveur un peu différente, et aujourd'hui ce produit, au-delà de la promotion d'applications pures, est un produit qui est très intéressant parce qu'à mon avis il est indicateur d'un changement de stratégie chez Google, et côté AdWords qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention. C'est le passage d'un AdWords hyper segmenté, hyper contrôlé, hyper fin dans la gestion des campagnes, à un monde beaucoup plus basé sur le machine learning et beaucoup plus basé sur vos KPI. Voilà, je vais expliquer un peu plus la démarche, mais Universal App Campaign de ce point de vue-là est vraiment intéressant en termes d'évolution du marketing digital à moyen terme. Donc vous lisez certainement la presse spécialisée, tout le monde parle du machine learning ces derniers temps. C'est une révolution technologique qui est rendue possible par un très grand volume de données et une très grande capacité d'analyser des données at scale. Et voilà. On a ce petit exemple qui permet d'illustrer le pouvoir du machine learning. Je crois que je vais montrer la vidéo directement. L'idée, c'est des internautes ont dessiné
différents types d'images qui correspondent à des concepts, en l'occurrence des girafes. Et le machine learning, l'intelligence artificielle, a réussi à déterminer, avec un certain volume de données, que chacune de ces images correspondait à une girafe. Voilà. Peut-être que la vidéo sera encore plus simple. C'est pas impressionnant. It's an experiment that uses some safe technology to translate recognition to understand handwriting on drawings. You don't just look at what the person drew, you look at how that person drew it. Each strokes that they reverse, which directions are they walking. Train the computer on millions of characters from hundreds of languages, and over time, it learns whether you wrote look or whether you wrote look. Training is a big part of how the computer application goes correct. It's easy for us to look at these three drawings. We know they're all heads. To the computer, they're very different. One is just a head, one is blind, and one is just facial features. To get the computer to understand it, we should have not any scientific patterns try to develop all the music heads until the answers with no differences. Because it doesn't always work, that's because it's only seen a few thousand words. The more you play with it, the more you learn, and it will always. Si vous allez à Station F un jour, il y a un espace Google et cette expérimentation est présente dans l'espace Google et vous pouvez essayer. Ça, c'est un exemple que je dirais un peu grand public d'une application de l'intelligence artificielle, mais qui met en lumière plusieurs concepts qui sont absolument fondamentaux pour le fonctionnement des Universal App Campaign. Le premier, c'est le temps. Voilà. La machine a besoin de temps pour apprendre et déterminer des patterns qu'elle va pouvoir reproduire dans le temps. Donc si un jour, si ce n'est pas déjà le cas, si un jour vous lancez une campagne universelle, vos chargés de compte Google vous diront vous ne pouvez pas attendre des résultats 24 heures après le lancement de la campagne. Voilà. Vous allez créer votre campagne, vous allez déterminer un type de conversion, un download, un in-app event, plusieurs in-app events et ainsi de suite, à un coût par install donné ou un coût par action donnée. À attendre d'atteindre l'objectif en 24 heures, c'est impossible. Voilà. De la même manière que la machine ne peut pas déterminer que 2 dessins sont des dessins de chat à partir de 2 ou 10 dessins. Il a besoin de dizaines de milliers de dessins de chat pour déterminer qu'il y a une corrélation entre ces événements. Ce qui se passe sur le marketing digital à travers Universal App Campaign, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc beaucoup de données, beaucoup de temps, un peu de patience, et voilà. Donc c'est quelque chose qui est très important. Si vous comparez ce prérequis à ce qu'on fait, à ce que vous pouviez faire avant, par exemple dans une campagne de search où d'emblée vous sélectionnez le mot-clé dont vous savez qu'il va performer très bien pour votre objectif marketing, direct vous avez les impressions, un coût par install ou un volume de conversion qui correspond grosso modo exactement à ce que vous attendiez. Voilà. Avec Universal App Campaign, on prend un parti qui est différent. On va servir la campagne sur le réseau display, le réseau search et le réseau YouTube. On va l'optimiser en fonction d'une conversion. On va dépenser un certain nombre d'impressions et d'argent pour tester différentes combinaisons et le système va ajuster la performance de la campagne au bout d'un certain temps. On donne en général la recommandation d'attendre au moins 2 semaines avant de regarder les résultats de manière précise. C'est assez difficile à entendre quand il y a du budget qui est dépensé, mais c'est conceptuellement très important de comprendre que on ne prédit pas le futur, on reproduit des patterns passés. Voilà. Et ça, je crois que c'est très très important de l'avoir en tête. Voilà, la correspondance entre les girafes et UAC, c'est ça. Ça fait 8 ans que je suis chez Google. Pendant 8 ans, j'ai entendu parler que mobile. Mobile est la priorité et ainsi de suite. Je crois qu'on est un peu, on a passé cette étape.
au sens où le mobile est un peu acquis en termes de priorité et d'importance. Et là, ces derniers temps, le seul mot qu'on entend, c'est machine learning, machine learning, machine learning. Donc en interne, en externe, c'est le gros enjeu du marketing digital, voilà, au-delà du mobile. Universal Ad Campaign, de ce point de vue-là, dans la famille des produits AdWords, représente une tendance forte qui va peut-être être déployée sur d'autres familles de produits, Google Shopping, Google Search, où on va retirer certains des contrôles qui étaient à votre disposition dans l'interface AdWords, à savoir sélectionner un mot-clé, bider au mot-clé, tout un tas de fonctionnalités comme ça, et dire toutes ces options, toutes ces features, on va les mettre dans le back-end, et on va confier ça à la machine, parce que le parti qu'on prend, c'est que la machine est plus forte que l'humain de ce point de vue-là, et on va vous demander d'investir plus dans la définition des KPI qui comptent pour vous. En Universal Ad Campaign, on a pris un parti très extrême, au sens où on a retiré énormément de choses. Voilà, donc si vous faites Universal Ad Campaign, vous déterminez un coût par install, un in-app event, quelques créas, et en gros la campagne va tourner et va servir sur les réseaux display, search et YouTube, en fonction de la performance qu'elle trouvera ou qu'elle va prédire sur chacun de ces réseaux. Voilà. On a été très très loin dans la simplification, je veux dire. Dans l'étape de 2018 que je vois en regardant la roadmap, on présente de la roadmap ? Non. Si on regarde la roadmap, on va réintroduire un petit peu plus de contrôle. Mais quand on réintroduit ces contrôles, il ne s'agit pas de réintroduire des contrôles du monde ancien, il s'agit de réintroduire des contrôles. Un contrôle du monde ancien, par exemple, ce serait je veux bider exactement sur ce mot-clé. Ça, soyez garantis, ça ne reviendra pas dans Universal Ad Campaign. En revanche, on va rajouter des contrôles qui vont vous permettre d'alimenter la machine. Voilà. En anglais, on dit to feed and steer the machine. Donc, qu'est-ce que je peux indiquer à la machine pour lui dire ça, c'est des bons utilisateurs, ça, c'est une bonne performance pour mon application. Je parlais avec monsieur tout à l'heure qui développe une application de livraison, c'est ça ? Drive, ouais, voilà. Monsieur a beaucoup de followers sur Instagram. À terme, vous pourrez dire à UAC, voilà les device ID de mes followers sur Instagram. Voilà. Et donc vous indiquerez au système, ça c'est des gens qui ont énormément de valeur pour mon business. La machine va apprendre de ces utilisateurs et va chercher des gens similaires, des utilisateurs similaires. Voilà. Vous voyez le changement le shift un peu dans la gestion des campagnes auquel il faut se préparer à mon avis. Et Universal Ad Campaign de ce point de vue-là est très intéressant. On a lancé le produit il y a un an et demi, on a eu 6 milliards d'installations dans le monde, 4 milliards d'événements in-app par trimestre, ça c'est un point qui est très important. Je pense on va couvrir les différentes versions de UX. Donc vous pouvez optimiser pour l'install et vous pouvez aussi optimiser pour des in-app events. Si on regarde les tendances d'investissement chez Google, on était il y a 4 ans sur un marché qui était quasiment exclusivement optimisé pour l'install, et aujourd'hui on a une très large partie de la promotion d'applications qui est optimise pour des in-app events. Voilà. Donc en gros, les annonceurs sont en train de réaliser la technologie, enfin il y a une convergence qui permet d'optimiser pour des in-app events, c'est-à-dire aller au-delà de l'install qui est un événement qui est relativement peu intéressant d'un point de vue marketing. Parce qu'un install sans activation, un install sans first open, un install sans in-app event a relativement peu de valeur pour un développeur d'application. C'est un peu comme un clic sans conversion sur le web. Voilà. Et donc nous ce qu'on dit, on encourage nos annonceurs à nous envoyer à nous indiquer les in-app events qui ont de l'importance pour leur business et d'optimiser directement pour cet in-app event. Une troisième étape, et qui est un petit peu plus en version bêta, ce sera d'optimiser pour la valeur des in-app events. Et ça, pour le secteur du gaming, je ne sais pas s'il y a des gens du gaming dans la salle, mais ça c'est hyper important. Voilà. Si vous parlez à King, si vous parlez à Ubisoft, si vous parlez à des gens comme ça, ils disent « Moi, l'in-app event c'est bien, mais j'ai des users qui vont dépenser 1 euro, des users qui vont dépenser 1000 euros. Voilà. Ces gens-là n'ont pas du tout la même valeur pour moi. Ou Uber par exemple, il y a quelqu'un qui va faire 5 courses et il y a quelqu'un qui va faire 100 courses par mois. Voilà. Et
Donc UAC est pensé à UAC qui optimise pour les in-app events parce que c'est quelque chose de très important. On passe d'une logique de targeting à une logique d'audience. Voilà. On passe d'une logique où vous sélectionnez les mots-clés, les placements, les vidéos sur lesquelles vous vouliez montrer vos annonces de promotion d'application à un système qui est basé sur les conversions et sur les utilisateurs. On passe de one-dimensional proxies à multi-dimensional symbols. C'est très clair. J'ai fait la migration avec Marina et beaucoup d'autres. On s'est occupé de transférer les annonceurs qui utilisaient les anciennes campagnes vers les nouvelles campagnes. Et l'objection quasiment numéro 1, c'était je veux continuer à cibler par exemple par âge. Okay, très bien. Je veux continuer à acheter tel mot-clé. Ok, très bien. Et à chaque fois qu'on challengeait les annonceurs sur la performance en tant que telle de Universal App Campaign par rapport aux anciennes campagnes, on était toujours, le Universal App Campaign avait toujours des meilleures performances. Voilà. Donc en gros, les annonceurs avec qui j'ai travaillé étaient plus attachés à la possibilité d'utiliser un targeting donné plutôt que la performance en tant que telle de la campagne. Voilà. Et bon, évidemment avec tout un tas d'exceptions que je ne vais pas citer ici, mais où le UAC n'a pas marché dans un premier temps. Voilà. On passe d'une dimension d'une dimension unique à une dimension multiple, où on va pouvoir combiner tout un tas de signaux, vos données de conversion, les données qu'on a sur les utilisateurs quand ils sont sur le réseau display, sur le search ou sur YouTube, pour atteindre des performances optimales. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le caractère exponentiel des combinaisons qu'on peut tester en fait, pour un annonceur. Plus on a de données, plus c'est intéressant, et ainsi de suite. Comment trouver l'utilisateur idéal? Donc ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce qui est important pour votre business. Est-ce que l'installation est plus importante que l'in-app event? Est-ce que l'in-app event est plus important que l'installation? Est-ce que toutes les installations ont la même valeur? Est-ce que tel in-app event a plus de valeur que tel autre? Est-ce que c'est une combinaison d'in-app events qui ont de l'importance pour votre business? Pour le gaming, c'est très souvent les in-app purchases. Donc, tous les gamers veulent optimiser pour des in-app purchases. Et pour travailler avec des gens, notamment en Israël et en Russie, c'est tellement important qu'on a atteint des bids pour un target CPA à plusieurs centaines de dollars. Donc les annonceurs, par exemple du social casino, qui est une industrie très particulière, très présente en Israël, un target cost per install, cost per in-app event, l'in-app event étant l'in-app purchase, ça peut atteindre des 350-400 dollars. Voilà. Donc la logique du download à 1 euro at scale, pour moi, elle est terminée. Voilà. La logique du burst campaign pour optimiser le placement sur les App Store, elle appartient déjà un petit peu au passé. Voilà. Donc il y a une phase de maturation du marché qui est hyper intéressante, où on va chercher des in-app events beaucoup plus profonds dans le customer journey. Oui. Si je peux me permettre, la notion d'in-app event, elle est intéressante justement, notamment particulièrement en tracking. Les principaux, c'est first open, donc couverture, est-ce que la personne qui a été généralement va l'ouvrir, c'est tout ce qui est aussi une notion d'inscription, est-ce que la personne s'est inscrite sur mon app, donc gratuit, elle a créé un compte, est-ce qu'elle a payé un événement de conversion, ou est-ce qu'elle a abandonné un panier par exemple. Le but c'est de trouver les meilleurs in-app events pour donner un maximum de conversion aussi, un minimum de conversion à la machine pour qu'elle puisse aussi avoir de la donnée, tout en restant dans la logique du traffic ciblé. Si c'est de la conversion, il faut quand même qu'elle ait un minimum de data. Juste pour expliquer un peu la notion d'in-app event et montrer que les choix sont infinis, c'est à vous de définir quel est l'événement in-app que vous voulez traquer, mais les principaux restent quand même l'inscription, la conversion. Et quand on sélectionne cet in-app event, c'est très important de considérer le volume de données qui sont disponibles pour cet in-app event. Si je reprends l'exemple du gaming et des in-app purchases, l'in-app purchase est logiquement un des événements qui est le plus rare en termes de fenêtre de conversion. On parle souvent de 2%, 3% des downloads qui sont convertis en in-app purchase. Ça va souvent générer la situation dans laquelle on n'a pas suffisamment
d'in-app event pour optimiser. Voilà, donc en gros, si on prend l'exemple des girafes et l'exemple du quick draw, la machine, l'intelligence artificielle ne peut pas apprendre avec un volume de données qui est trop faible. Voilà. Et très souvent, on a des annonceurs qui sélectionnent un in-app event qui est trop profond dans le funnel et qui est trop rare, et donc du coup la campagne n'a pas suffisamment de données et elle arrête de servir parce qu'elle trouve pas, il n'y a pas de données, quoi. Il n'y a pas de données, il n'y a pas d'apprentissage, et donc il y a des cost per install ou des cost per in-app event qui sont très élevés, et donc du coup la logique du système c'est d'arrêter de dépenser et d'arrêter si ça ne convertit pas. Voilà. Donc c'est là que c'est assez difficile de trouver le bon in-app event qui va être indicatif d'une valeur par utilisateur à long terme qui est intéressante, qui représente suffisamment de volume de données, et ainsi de suite. Et je travaille beaucoup avec le gaming, et c'est vraiment la partie la plus difficile. Comment est-ce qu'on détermine quel in-app event est intéressant? Sachant que l'in-app purchase, la plupart du temps, ne représente pas suffisamment de volume de données par rapport à d'autres in-app events. Alors que, par exemple, dans un jeu, si un autre in-app event peut être j'ai atteint le niveau 5, mais atteindre le niveau 5 est-il suffisamment indicatif d'une volonté de devenir un in-app purchaser à terme? Non. Voilà. Et donc là, il y a un problème de statistique et de prédiction qui est hyper difficile en fait à adresser. Encore une fois, le gaming, qui est l'industrie la plus mature pour la promotion d'applications, ils investissent énormément en data analytics et ainsi de suite, et voilà, pour chercher des combinaisons de signaux qui vont générer un événement qui sera indicateur d'une volonté pour l'utilisateur de convertir. Si vous me suivez, voilà. En gros, qu'est-ce que je peux regarder dans ma base utilisateur, qu'est-ce que je peux combiner comme signaux, qui à la fois correspondront au volume de données requis par UAC, Universal App Campaign, et qui seront indicatifs d'une volonté de conversion. Et je pense que c'est la partie la plus intéressante en termes d'investissement. Voilà, différents signaux, votre conversion, l'installation, les événements in-app. On va utiliser le contexte, donc on continue à utiliser des mots-clés, on continue à utiliser des placements, on continue à utiliser nos données démographiques, les catégories de vidéos qui sont sur YouTube, tout ça reste, sauf que c'est dans le back-end. On va diffuser les annonces sur le réseau display, c'est AdMob, donc le réseau in-app, le réseau mobile web, Google Search, Google Play, avec beaucoup de nouveaux formats qui vont arriver. Google Play, YouTube et Gmail. Ouais. Gmail, et il y a d'autres inventaires qui vont être ajoutés automatiquement côté UAC. Je ne sais pas si vous avez tester des bêtas et des alphas avec Google, mais c'est un peu toujours compliqué. Le bénéfice de ces campagnes universelles, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un inventaire additionnel, il n'y aura pas besoin de signer un papier, il n'y aura pas besoin de créer une campagne dédiée. Tous ces inventaires seront rajoutés automatiquement dans vos campagnes universelles pour plus de reach, plus de conversion, plus de performance. Je crois que c'était... Voilà, à retenir une Universal App Campaign qui, à mon avis, est indicateur d'un changement, en tout cas côté AdWords, dans la gestion des campagnes. Les annonceurs qui ont anticipé ce changement, aujourd'hui investissent dans des choses qui sont intéressantes. Voilà. Et en général, on en cite deux, donc toute la partie créative, voilà, parce que ça c'est quelque chose qui est en votre contrôle côté UAC. Voilà, comment est-ce qu'on peut créer des annonces qui sont les plus pertinentes, les plus performantes. Et la deuxième, c'est tout cet enjeu de sélection des in-app events, voilà, pour une performance maximale. Effectivement, c'est assez clair que nous, en tant que marketeurs, pour nous, les UAC, c'est une boîte noire. Au jour d'aujourd'hui, on a un peu de métriques pour savoir par exemple pourquoi ça ne marche pas. On doit dépenser beaucoup d'argent, au début pour alimenter la machine. C'est assez frustrant, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui, dans les mois à venir, va nous... Au jour d'aujourd'hui, on doit passer souvent par une agence pour avoir accès à quelques features, ce qui est extrêmement frustrant.
Sur quoi on va avoir du contrôle dans les mois à venir? Parce que honnêtement, aujourd'hui, je peux évaluer la performance des campagnes uniquement par rapport à vos concurrents. Est-ce que vous performez mieux que Facebook? Est-ce que vous performez mieux que les réseaux mobiles? Mais même entre les campagnes, je ne peux pas vraiment comprendre ce qui marche pas. La liberté de marketing, elle est assez faite pour nous. Alors, je peux bien comprendre qu'il y a un super algorithme qui fait nettement mieux que nous. J'espère, parce qu'il y a quand même une capacité de calcul et d'analyse qu'on ne peut pas avoir en tant qu'être humain. Mais nous, on ne l'aperçoit pas et c'est frustrant en tant que marketeur. 3 choses. La première, c'est vous n'êtes pas le seul. Voilà. Il y a une vraie, une vraie frustration de ne pas voir plus ce qui se passe. Je pense qu'on a lancé le produit et on a fait la migration. Il y a un aspect qu'on a mal géré, c'est la partie reporting. Voilà. Donc en gros, si vous lisez un peu ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, les experts disent que le plus gros challenge de l'intelligence artificielle, ça va être son explainability. Voilà. Donc, comment est-ce que j'explique a posteriori ce que la machine a fait et quelle décision la machine a prise. Voilà. C'est une frustration que partagent les gens en interne chez Google, les annonceurs et ainsi de suite. Sur la roadmap, il y a du reporting, voilà, avec des indications sur les audiences, pourquoi est-ce qu'on a servi sur tel réseau, pourquoi, à quel moment la machine a compris, à quel moment elle a stabilisé le target CPA par rapport, l'actual CPA par rapport au target CPA, et ainsi de suite. Ça, c'est des données auxquelles on a accès en interne. L'enjeu, c'est de les mettre en externe. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous, ça arrive. Voilà. La deuxième chose, c'est sur la roadmap. Je ne sais pas avec quel niveau de détail je peux en parler, mais il y a trois grands piliers, et pardon pour l'anglais, mais c'est Understand the Machine, donc ça c'est la partie reporting et explainability. Voilà. La deuxième c'est Feed the Machine, donc en gros, quelles sont les données que vous allez pouvoir uploader dans UAC, parce que concrètement ce sera ça, qui vont servir à indiquer à UAC quels sont des bons utilisateurs. Et là on parle de plusieurs options, une option qu'on appelle, et elle est publique d'ailleurs celle-ci, qu'on appelle Feed. Donc en gros vous pourrez, si vous êtes dans l'industrie du retail ou du travel, vous pourrez lier une campagne universelle à la campagne avec un Google Shopping Feed ou un Google Travel Feed, et même des custom feeds et ainsi de suite. Donc en gros l'idée c'est que UAC va apprendre des produits qui sont en vente sur votre flux retail et ainsi de suite. Voilà, parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'on a besoin de signaux additionnels pour comprendre pour certaines applications le business dont il est question. Voilà. Ça c'est la première chose. Un autre produit qu'on a annoncé aussi à Google I.O., Similar Audiences. Donc là vous pourrez uploader des device ID des utilisateurs qui ont de la valeur pour votre application. Le système va chercher des utilisateurs qui ressemblent, en usant tout un tas de signaux qui ressemblent à ces utilisateurs. Feed the Machine, et le troisième c'était Steer the Machine. Donc, Steer the Machine c'était la partie Similar Audience, Feed the Machine c'est toute la partie créative. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que vous pouvez, on va augmenter les capacités d'upload, les capacités de purement créa. Voilà. Donc, côté gaming, encore une fois, il y a tout ce qui est playables, donc c'est des interstitiels dans lesquels vous pouvez jouer directement et ainsi prévisualiser le jeu. Voilà, il y a beaucoup d'innovations de ce côté-là. Donc reporting, c'est très clair, ça arrive. Alimenter la machine et voilà. Il y avait une autre question, je crois. Les adresser dans l'application ou à l'extérieur, dans l'écosystème des réseaux sociaux? Pour les gens qui ont déjà téléchargé. Alors là, c'est un autre produit sur lequel je travaille aussi. C'est ce qu'on appelle le App Engagement. Donc les applications sont déjà téléchargées et on veut réengager des gens avec ça. Et on est en train de construire un produit similaire. Donc ce sera Universal Engagement Campaign. Le même principe, voilà, donc un cross-network campaign type.
et on va envoyer plutôt que vers le Play Store ou le iTunes, on va envoyer directement via un deep link vers la page. Non, ça c'est au développeur d'application qui va faire des push notifications. On va revenir un petit peu sur cette idée qu'il existe plusieurs produits UAC en fonction de vos objectifs. Typiquement, à la base, à la sortie des campagnes Universal App Campaign, on avait uniquement la possibilité d'aller optimiser en fonction des installations. Et d'ailleurs, souvent, on avait l'habitude d'entendre des campagnes d'installation d'applications. C'est d'ailleurs toujours un petit peu utilisé dans le domaine, et souvent, quand quelqu'un vient nous voir, vient voir Advisor pour faire de la promotion de son application, on nous dit, moi mon objectif c'est d'avoir des téléchargements, d'avoir des installations au meilleur coût. Comme l'a évoqué Christian, dans le modèle actuel, dans le business model actuel des applications, on est très majoritairement sur un modèle freemium, c'est-à-dire une application qui va être gratuite mais avec des options payantes à l'intérieur de l'application. Une installation n'a strictement aucune valeur pour vous. Et en fait, c'est là où c'est important d'avoir une stratégie qui soit vraiment bien ficelée avant la mise en place des Universal App Campaign. Parce qu'évidemment, le produit est très très puissant. Comme vous l'avez vu, il fonctionne avec un principe de machine learning pour optimiser au maximum vos campagnes dans le sens de vos objectifs. Pour autant, si vos objectifs ne sont pas cohérents avec la valeur de ces actions pour vous, forcément vous allez droit dans le mur. Typiquement, chez Advisor, on aime bien utiliser une citation d'un économiste britannique qui dit que lorsqu'une mesure devient un objectif, alors elle cesse d'être une bonne mesure. Dans ces cas-là, une installation, ça va être une mesure qui va pouvoir être intéressante pour vous, par contre, ça ne va pas être une fin en soi. Typiquement, si ici on prend un exemple d'une application de gaming, on va avoir des actions à l'intérieur de l'application qui vont vous permettre de voir l'engagement de l'internaute, et surtout des actions qui vont amener de la valeur pour vous. Donc typiquement, un achat qui va être réalisé dans l'application. Si on vient si on prend l'exemple d'une application de retail, qui est, comme l'a montré Marina, l'un des domaines qui utilise le plus les solutions Google de promotion d'applications, on va avoir comme objectif final évidemment la vente. Comme sur n'importe quel e-commerce, le but ça va être de générer des ventes sur l'application. Pour autant, avant d'arriver à cette vente, on va avoir un certain nombre d'actions intermédiaires qui vont nous rapprocher de cette vente. Donc évidemment, l'installation va être le premier point d'entrée sur l'application. Par contre, l'internaute va être amené notamment à se renseigner sur l'application ou à ajouter des produits à son panier qui vont découler sur un achat. Ici, on vous a montré avec un bid, avec une enchère, parce que sur des campagnes Universal App Campaign, il va falloir donner un principe de coût par acquisition. Typiquement, si votre achat, ça va vous rapporter 10 € ou 10 $ ici, on va devoir donner des valeurs aux différentes actions qui vont vous amener à la conversion. Parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir immédiatement optimiser en fonction de l'achat. Pour cela, comme on est sur du machine learning, il va nous falloir un volume important d'achats pour pouvoir apprendre des internautes qui vont réaliser des achats et du coup les cibler. Dans ces cas-là, on va utiliser des actions intermédiaires qui vont nous permettre d'amener l'internaute vers l'achat. Par rapport à ça, Google va proposer 4 produits différents d'Universal App Campaign. Les premiers types d'Universal App Campaign vont être basés sur l'installation. Typiquement, la toute première campagne, c'est l'UAC for Install, qui est sorti au tout début de la mise en place des Universal App Campaign chez Google. Et le principe de cette campagne, c'est d'aller chercher le plus d'installations au meilleur coût. Typiquement, on va donner un CPI cible, un coût par installation cible à Google, qui va devoir le respecter et aller chercher le plus de volume possible, tout en respectant ce CPI. Donc forcément, notre volume d'installation, il va être très très fort. Par contre, notre activité in-app va être plutôt faible, puisqu'on va uniquement essayer d'aller chercher des personnes qui vont télécharger l'application. Ces personnes-là ne sont pas forcément les plus à même de réaliser une action dans l'application.
rapport à ce constat, on a un autre type d'Universal App Campaign qui est l'UAC for Install Advanced. C'est-à-dire qu'on va toujours donner un CPI cible à Google. Par contre, on va également lui donner une action à l'intérieur de l'application. Donc typiquement, les algorithmes vont optimiser pour respecter ce CPI cible, tout en allant chercher les personnes les plus susceptibles de réaliser cette action dans l'application. Donc là, on arrive sur un niveau de campagne un petit peu plus avancé, et un niveau de qualité un petit peu plus fort. Typiquement, on va toujours avoir un volume d'installation relativement fort, mais on va avoir beaucoup plus d'actions à l'intérieur de l'application. Là où Google a un petit peu révolutionné le domaine, c'est à partir du moment où ils ont proposé des UAC for Action. Typiquement, on oubliait totalement l'installation, qui était quand même un petit peu la base il y a encore quelques années sur des campagnes de promotion d'applications. Et on se focusait totalement sur une action à l'intérieur de l'application. Typiquement, on va donner à Google une action qui nous intéresse et donner également un coût par acquisition maximum qu'on voudrait respecter pour cette action. Donc là, peu importe notre coût par installation, peu importe le nombre d'installations qu'on veut avoir, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous importe, c'est d'avoir cette action qui est réalisée à l'intérieur de l'application. Donc là, évidemment, on voit le gradient qui penche un peu plus sur les actions à l'intérieur de l'application et beaucoup moins sur le volume. Typiquement, on va avoir moins de personnes qui vont le télécharger, mais potentiellement des personnes qui seront beaucoup plus qualifiées et beaucoup plus à même de réaliser une action. À nous après de cibler les différentes actions en commençant évidemment par des actions intermédiaires, comme notamment un sign-up, pour aller sur notamment de l'achat. Et enfin, dernier type d'UAC, les UAC Value qui sont actuellement en bêta. Tous les annonceurs n'ont pas forcément la possibilité de l'utiliser, et qui là va se dissocier d'un coût par acquisition pour se positionner par un target ROAS. En gros, on va dire à Google que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le nombre de conversions qu'on va réaliser à l'intérieur de l'application, mais plutôt d'amener le plus de valeur possible. Ça, pour l'instant, c'est effectivement en bêta, ça a été un petit peu utilisé depuis quelques mois, et typiquement, dans la roadmap, je suppose que c'est quelque chose qui va être disponible pour tous les annonceurs. Alors, dans la réalité, comment ça fonctionne? Ici, on voit la mise en place de 3 campagnes différentes d'installation d'applications avec 3 objectifs différents. Typiquement, si on se réfère uniquement au coût par installation, qui est le tableau sur la gauche, on voit que clairement les UAC for Install sont les meilleurs pour réaliser un coût par installation le plus bas possible. Vient après les coûts par Advanced Install, puis les UAC for Action. Donc clairement, si on souhaite avoir le meilleur coût par installation, c'est tout à fait logique d'aller sélectionner un UAC for Install. Pour autant, si on regarde le coût par conversion, qui est ici un achat à l'intérieur de l'application, on remarque que le constat est tout à fait différent. Typiquement, la UAC for Install qui s'en sortait le mieux au coût par installation a le coût par acquisition qui est le plus élevé des 3 campagnes. Alors qu'on a l'UAC for Action qui est clairement celle qui va nous rapporter le CPA le plus bas des 3 campagnes. Donc typiquement, on va payer beaucoup plus cher notre install. Par contre, cette install, comme elle a beaucoup plus de chances de déboucher sur une conversion à l'intérieur de l'application, on voit que ça va nous coûter in fine beaucoup moins cher. Et si on regarde en termes de volume, on voit évidemment les mêmes tendances. C'est-à-dire que en termes d'installation, la UAC for Install a le plus de chances de générer le plus gros volume en termes d'installation. Et on voit que les 2 autres campagnes, Advanced Install et UAC for Action, ont des résultats assez similaires en termes de volume. Par contre, en termes de volume d'action dans l'application, là encore, on fait ce constat que les UAC for Action ont beaucoup plus de chances de générer le plus gros volume. Donc typiquement, on va avoir moins d'installations, moins de personnes qui installent, qui téléchargent votre application. Par contre, beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'action à l'intérieur de l'application. Alors du coup, logiquement, vous faites le constat que si vous êtes une app, forcément vous avez des actions qui vous intéressent à l'intérieur de l'application, et du coup vous allez vous positionner sur des UAC for Install. Pour autant, comme on est sur un principe de machine learning, forcément il va nous falloir du volume pour partir sur ce type d'action. Et souvent ce qu'on nous dit, c'est également, voilà,
moi, ça m'intéresse d'avoir des actions à l'intérieur de l'application. Par contre, j'ai aussi besoin de développer mon app, de faire grossir mon application et forcément d'avoir des personnes qui téléchargent l'application et qui l'utilisent. Alors la solution ici, ça serait de combiner plusieurs campagnes. En fait, c'est un principe qui est assez méconnu et c'est souvent ce qu'on retrouve quand on audite des comptes. Souvent, les annonceurs ont l'impression qu'on a différents types de campagnes UAC, mais qu'on peut en utiliser qu'une seule à la fois, alors que c'est totalement faux. Typiquement, on va pouvoir utiliser pour la même application, sur la même zone géographique, une campagne qui va être une UAC for install avec une UAC for action. Donc typiquement, on va aller nourrir l'algorithme, on va aller donner du volume à l'application et aux outils algorithmiques de Google, et dans le même temps, essayer d'aller faire de la performance avec des campagnes UAC for action. C'est totalement conciliable. Alors du coup, on a vu un petit peu la théorie en manière d'UAC, comment ça fonctionne, quel type d'UAC on va pouvoir sélectionner. Mais derrière ces UAC, on va forcément avoir des éléments qui vont être déterminants pour le succès ou non de notre application. On a sélectionné 2 best practices qui sont extrêmement importantes dans le succès ou non de vos campagnes. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais par souci de vitesse, on en a sélectionné 2. La première, ça va être d'utiliser un système de tracking pertinent. Forcément, comme on est sur une campagne qui va auto-apprendre en fonction de vos objectifs, mais aussi en fonction de ce que vous remontez dans votre application, le tracking va être extrêmement important. Si votre tracking ne fonctionne pas, l'algorithme ne pourra pas apprendre et du coup, vous ne diffuserez tout simplement pas. Alors Google a plusieurs solutions à ce niveau-là. D'une part, quand on débute, la façon la plus facile de commencer les UAC, c'est d'utiliser la solution trackingless Google Play. C'est-à-dire qu'on va connecter notre compte Google Play avec notre compte AdWords et immédiatement on va avoir des remontées d'installation de notre application. Donc ça va pas bien loin, on a uniquement les statistiques en termes d'installation, mais pour débuter c'est quand même assez facile quand on n'a notamment pas de développeurs en interne ou de choses comme ça. Après, nous, ce qu'on conseille, c'est forcément d'aller plus loin et d'aller mesurer les actions à l'intérieur de l'application. Pour cela, Firebase Analytics, qui est un produit gratuit qui appartient à Google, est une solution qui peut être intéressante, en tout cas à court terme, quand on se lance, parce que c'est facile d'utilisation et forcément c'est gratuit. Et grâce à cet outil, on va pouvoir faire remonter les actions qui se passent à l'intérieur de l'application. Donc typiquement un sign-up, un ajout à panier ou un achat à l'intérieur de l'application, on va pouvoir le remonter avec ces données. Pour aller plus loin, Google a noué un partenariat avec 7 third parties qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin au niveau du tracking. Donc typiquement ces 7 third parties, on va pouvoir les connecter exactement de la même façon que Firebase à notre compte AdWords pour remonter les conversions. Où est-ce que ça va un petit peu plus loin, notamment en termes d'attribution, si vous utilisez différents canaux, ça va pouvoir avoir son importance d'aller se positionner sur des third parties comme celle-ci. Alors je vais laisser Marina vous présenter la deuxième best practice. Tout à l'heure, on avait parlé de levier marketing. C'est vrai que les composants créatifs, qu'on appelle les assets, dans UAC ont un rôle particulièrement important. Donc aujourd'hui, on va vraiment changer la pensée on va passer du concept de créa au concept de composants créatifs, donc ces ressources que vous donnez à la campagne pour pouvoir la nourrir et pour pouvoir l'accélérer. Donc au sein de UAC, vous avez des composants manuels que vous rentrez vous, que vous créez vous-même, et ensuite des composants automatiques. En fait, si par exemple vous n'avez pas assez d'images ou peut-être pas assez de variété, c'est vrai qu'on va utiliser des éléments comme l'icône de votre application, le ranking, des choses qui sont uploadées automatiquement par UAC. Pour ces composants créatifs, en fait, c'est assez simple. On a des textes, images, y compris HTML5 aussi, et des vidéos. Donc en fait, pour des best practices, plus vous donnez
de nourriture à la machine, plus vos campagnes vont s'accélérer et la performance la performance sera meilleure. Donc on conseille d'avoir jusqu'à 20 images et 20 vidéos. Et pour le texte, vous n'avez pas le choix, il faut uploader 4 lignes de texte. Mais après, vous allez pouvoir jouer avec des différents messages comme call to action ou une simple description de votre application, votre service, pour pouvoir justement capturer l'attention des différents utilisateurs. Et ensuite, c'est la machine qui va trouver le meilleur mix entre ces différents éléments créatifs pour attirer le bon utilisateur. En fait, si on compare USC, l'algorithme de USC avec un chef étoilé, c'est vrai qu'il doit, avec des éléments qu'il a dans la cuisine, il doit créer le meilleur repas pour des différents utilisateurs, pour des différentes personnes qui vont venir manger. Et par exemple, si vous avez des véganes ou des gens qui mangent que du poisson et pas la viande, c'est vrai que s'il n'a pas assez d'éléments, il ne va pas pouvoir créer ce merveilleux repas. La même chose pour USC en fait. Si vous lui donnez le maximum d'éléments créatifs, meilleur sera le résultat. Et en fait, juste pour vous montrer, en fait, on pense que c'est très simple, du texte, des images, des vidéos. Mais ensuite, la machine, elle va créer une multitude de différents formats publicitaires. Donc en fait, par exemple, juste pour que vous ayez une idée, qu'est-ce qui devient, par exemple, de vos images que vous uploadez? Les images, ils ne vont pas seulement sur le réseau display, ils vont aussi sur YouTube, parce qu'en effet, sur YouTube, il y a aussi des résultats de recherche et des publicités dites natives. Ensuite, bien sûr, ces images ils vont être diffusées au sein d'autres applications, puis sur le réseau mobile web. Il y a même des GIFs qu'on peut créer, uploader, pour être diffusés dans d'autres applications. La même chose pour le texte. En fait, le texte est utilisé sur tous les canaux tout l'inventaire de USC utilise les messages texte. Donc, c'est important d'y réfléchir et de varier vos messages. En ce qui concerne les images, si vous n'avez pas le temps ou des ressources d'uploader les 20 formats disponibles, vous pouvez, ce que je conseillerais, c'est de partir au moins sur les 5 formats les plus importants. Si votre application est disponible sur tablette, vous avez les 2 grands formats. Mais après, si vous n'avez pas de tablette, pas besoin de penser à ces deux-là. Concentrez-vous sur les formats smartphone. Et donc, en fait, c'est le format carré qui va être diffusé sur toutes les publicités natives. Le format bannière, qui est aussi très utilisé, et c'est surtout au niveau du reach, en fait, c'est le format le plus diffusé. Et le format portrait, pourquoi c'est important? Parce qu'en effet, environ 90% d'utilisateurs, ils vont tenir leur smartphone en vertical. C'est pour ça que les formats portrait, à la fois sur les images et les vidéos, est très important. Pour les vidéos, il y en a 3 principaux, carré, portrait, paysage. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de créer les 3, on a aussi des outils internes où bien Valentin il va pouvoir vous aider aussi à créer ces formats. Mais si vous n'avez qu'un seul à choisir, choisissez le format portrait. Pour justement, en fait, selon nos statistiques, ils ont 60% un taux de conversion 60% plus élevé que les autres formats. Après, on parlait tout à l'heure du reporting. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un outil de reporting assez puissant qui permet de montrer quels sont les créas qui ont mieux fonctionné que d'autres et remplacer ceux qui ne fonctionnent pas pour ne pas dépenser votre budget et justement pouvoir estimer quels sont les messages texte ou quelles sont les images qui sont les plus pertinents et capturent le plus d'attention de vos utilisateurs. Donc vraiment miser sur utiliser au quotidien ce reporting pour optimiser vos composants créatifs. Et je vais passer la parole à OpenGo pour vous parler de leur campagne et leur expérience ici. Bonjour, alors, moi je m'appelle Damien, je suis directeur commercial chez OpenGo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas OpenGo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement qui on est et pourquoi on est venu à l'UAC. Donc OpenGo, c'est une application de stationnement
Donc on a une marketplace, c'est-à-dire qu'on agrège l'offre de stationnement disponible dans les centres urbains, à la fois dans les parkings publics, mais aussi les parkings privés, sous les immeubles de bureaux d'habitation, et le paiement mobile dans la rue. Alors on est une marketplace, mais on est aussi une solution technologique qui permet de dématérialiser l'accès au parking et de faire le paiement de son stationnement, et d'intégrer un certain nombre de features dans l'expérience du stationnement. Alors on est parti d'un constat simple. D'une part, le stationnement, c'est un marché qui est assez colossal au niveau mondial. Il y a 100 milliards de chiffre d'affaires par an. La part du digital est nulle, quasiment. Pour autant, il y a un vrai problème de mise en relation entre un besoin de stationnement et trouver sa place, quoi. En fait, en gros, on a beaucoup de gens, et dans une ville, on a environ 30% du trafic urbain qui est lié à la recherche de place. Ça veut dire qu'autour de vous, quand vous êtes dans la rue, il y a 3 véhicules sur 10 qui circulent uniquement parce qu'ils cherchent une place. Donc il y a un vrai problème de trouver au plus vite sa place de stationnement pour désengorger le trafic. Pourquoi on est venu sur les UAC? Tout simplement parce que on est sur un marché qui n'est pas du tout mature. Les gens spontanément ne recherchent pas de parking. Tout le monde sait comment a priori aller dans un parking. Donc on fait comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on tourne. Pour autant, il n'y a que quelques événements sur lesquels on peut faire une recherche de place anticipée. C'est quand on prend l'avion, quand on prend le train, quand on va à un event particulier, un concert, ce genre de choses. Mais pour toutes les autres actions quotidiennes, pourtant on prend des rendez-vous toute la journée, on a des rendez-vous à telle heure, à tel endroit, on ne pense pas à réserver son parking. D'où les 30% dans la ville de trafic induit et parasite. Ce constat-là fait qu'en fait on ne peut pas forcément faire que du search. Parce que les gens ne font pas une recherche de parking. Donc il faut aller les chercher là où ils sont. Et on est vraiment sur un marché qui est très mature, le stationnement, mais pour autant pas du tout digital. Donc il faut disrupter, il faut changer les habitudes, et il faut arriver à faire beaucoup d'éducation. Donc un simple mot-clé ne satisfait pas forcément nos actions marketing. Donc il faut de la pédagogie, et il faut arriver à trouver des moyens d'aller chercher l'utilisateur là où il est, lui expliquer l'avantage d'une solution comme OpenGo pour le convertir à notre service. Alors juste rapidement, on est lancé depuis 2 ans, donc on est vraiment tout récent. Pendant 1 an et demi, on a fait du full print, parce qu'on n'avait pas d'offre. Donc on a signé environ 30 parkings par mois sur les 20 derniers mois. Donc aujourd'hui, on est présent sur 150 villes. On a commencé notre déploiement en Espagne et en Belgique et au Luxembourg après la France. On a de l'ordre de 600 parkings, ça représente 250 000 places de stationnement. Et donc là, on peut commencer à s'amuser. Et depuis effectivement quelques mois, on commence à voir effectivement nos actions qui ont été initiées depuis longtemps, mais produire leurs effets. Aujourd'hui, on est la première app de stationnement, on est 10e sur l'App Store en navigation map et application. On multiplie on fait plus 40% tous les mois d'activité. Et les USA, ils sont aussi pour quelque chose, parce qu'on a pu effectivement toucher une cible intéressante. Donc effectivement, on va revenir un petit peu sur l'historique. Effectivement, là on voit un petit peu, pour vous montrer concrètement où est-ce qu'on diffuse. On n'a pas Gmail malheureusement, mais sur tout ce qui est le Play Store et Google Search, on va diffuser en fonction de la requête de l'internaute. Si c'est une requête pertinente, on va potentiellement diffuser dessus. Sur le Google Display Network, et notamment à l'intérieur des applications, on va pouvoir diffuser avec un format display qui va pousser à l'installation. Et enfin sur YouTube, avec les différentes vidéos qu'on a uploadées sur la campagne, on va pouvoir utiliser cet inventaire pour promouvoir notre application. Donc en termes d'historique, nous ça fait quasiment 2 ans aussi qu'on travaille avec OpenGo, donc quasiment au début. Et la problématique de base, c'était que l'application tout simplement elle n'était pas connue. Donc c'était assez compliqué de développer ça. Par réflexe, parce que c'est un petit peu le réflexe qu'on avait encore il y a 2 ans, on a voulu segmenter à fond, créer des campagnes pour les différents leviers, créer une campagne app pour le search, une campagne pour le display, etc. Et on voyait qu'on avait beaucoup de mal à aller chercher du volume. On faisait quelques installations par-ci par-là, mais c'était très compliqué d'aller chercher du volume.
Du coup, on a pris le pari d'aller sur une Universal App Campaign qui était un petit peu à son début à ce moment-là, pour aller chercher de l'installation pour avoir des personnes qui utilisent tout simplement OpenGo. Et assez rapidement, on a été bluffé par le volume qu'on pouvait avoir grâce à ce type de publicité. Donc on a investi 26 000 € par exemple sur novembre 2016, c'est à ce moment-là qu'on a lancé les campagnes. Et très rapidement, on a réussi à avoir plus de 15 millions d'impressions, qui est relativement colossal. Et surtout des installations, plus de 7000 installations pour un coût par installation qui était relativement raisonnable pour une appli qui n'était pas du tout connue et qu'on essayait de développer sur le marché. Donc très rapidement, on a vu le potentiel de ces campagnes d'Universal App Campaign. Après, on était uniquement sur le premier niveau d'Universal App Campaign, donc une UAC for install, où le but c'était tout simplement d'aller chercher du volume. Par la suite, on a basculé sur d'autres types d'UAC. Dès qu'on a eu suffisamment de volume, là on regarde d'avril à septembre 2017, on est allé sur des campagnes qui étaient des campagnes avancées, où l'idée c'était d'optimiser pour le sign-up. Typiquement pour ceux qui utilisent OpenGo, vous le savez, pour les autres, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on télécharge l'application, si on ne se renseigne pas dans l'application, qu'on ne met pas son nom, son prénom, son adresse email et sa plaque d'immatriculation, en fait on n'avait pas la possibilité, et sa carte bancaire également, on n'avait pas la possibilité d'utiliser le service. Donc typiquement quelqu'un qui téléchargeait l'application et qui l'ouvrait sans se renseigner avait aucune valeur pour Damien et pour OpenGo. Donc typiquement c'était intéressant d'aller chercher des installations. Par contre on s'est vite aperçu que on avait des installations. Par contre déjà il y avait quasiment la moitié qui n'ouvrait jamais l'application et une grosse partie de ceux qui l'ouvraient ne se renseignaient pas dans l'application. Donc typiquement on allait chercher des installations mais ça n'avait pas forcément de valeur pour nous. Donc aller sur un type de campagne avancée où le but était d'optimiser en fonction d'une action à l'intérieur de l'application, ça avait énormément de sens à ce niveau-là. Là, ce qu'on voit, c'est la courbe du coût par conversion, qui est ici le coût par sign-up. Typiquement, dès qu'on est passé sur ce type d'UAC, on voit le coût par sign-up chuter assez drastiquement. On était quasiment 50 € là-haut, et là, on est descendu aux alentours des 13-15 €. Donc typiquement, on a un résultat qui est très très fort. Par contre, dans le même temps, vous le voyez ici, on a notre coût par installation qui est plus élevé que la toute première campagne qu'on a lancée. Par contre, si on se réfère au coût par action à l'intérieur de l'application, là on est bien meilleur. Donc ça c'était jusqu'à septembre 2017, pardon. Et on voit qu'on stagnait un petit peu pendant quelques semaines. Ce qui a tout changé en fait, c'est la mise en place d'une vidéo sur les campagnes UAC. On va peut-être vous montrer le premier exemple. Alors ça c'était des campagnes un petit peu qui nous montraient un petit peu les features de l'application qu'on allait pouvoir retrouver. Donc là on voit c'est une vidéo qui est très très simple, mais qui nous a permis vraiment d'exploser en termes de volume d'action dans l'application. Parce que typiquement, on avait accès à un inventaire qui était beaucoup plus large parce qu'on avait accès à YouTube. Et en plus de ça, on expliquait, avant même que l'internaute télécharge l'application, comment ça fonctionnait. Et ça nous a permis d'avoir un taux de sign-up qui a bien augmenté et un volume surtout qui a explosé. À partir d'avril de cette année, on a lancé une nouvelle vidéo. Si tu peux la lancer, j'arrive.
voit que le concept est totalement différent entre les deux vidéos. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que, comme l'a dit Marina, il va falloir nourrir l'algorithme parce que certains utilisateurs vont être sensibles à la première vidéo et d'autres beaucoup plus sensibles à la seconde. Et le fait de mettre en place un nouveau set de vidéos avec un concept totalement différent, ça, là aussi, ça nous a permis d'avoir des performances qui se sont largement améliorées. Là, on peut voir à partir d'octobre 2017 à mai 2018, on voit que notre coût par acquisition a très fortement diminué, notamment sous l'implication de ces vidéos YouTube, pour arriver sur la période à 8,44. Et ce qu'on voit, c'est que le nouveau type de vidéo a été installé à ce moment-là, ce qui nous a permis, là encore, d'améliorer un petit peu les performances en termes de coût par acquisition, parce qu'on est venu challenger l'ancienne vidéo. Donc globalement, les key learnings sur le cas OpenGo, c'est d'une part, assez rapidement, ce qui est important, ça va être forcément de traquer ce qui va se passer dans l'application, parce que ça a un impact très fort. Pendant cette période, on a eu quelques semaines qu'on n'a pas forcément vu là sur les graphiques, où le tracking est totalement tombé. Et la problématique à ce moment-là, c'est en termes de volume, parce que forcément, si on est sur un outil de machine learning, si on nourrit pas l'algorithme, il va plus rien comprendre et il nous diffusera plus ou quasiment plus. Donc ça, c'est un élément très très important. En plus de ça, là où on a vu que les performances se sont améliorées, c'est à partir du moment où on a amené des vidéos et on a amené du contenu différent et varié, qui a notamment permis aux outils de machine learning de Google de s'améliorer et du coup d'aller chercher des utilisateurs plus qualifiés et plus à même de réaliser des conversions. Et enfin, si on avait un petit tips à vous donner, ça serait d'assez rapidement passer sur d'autres types d'UAC. Ce qu'on voit souvent, c'est des comptes où les UAC sont un petit peu laissés à l'abandon, c'est-à-dire qu'on lance une UAC for install, on la laisse comme ça, on est content des performances, ça génère des installations, tout le monde est content. Mais dès qu'on challenge cette UAC for install et qu'on envoie un autre type d'UAC qui va être optimisé sur des actions, c'est là qu'on voit une réelle différence et c'est là qu'on a une valeur qui va être beaucoup plus importante. Donc assez rapidement, aller sur de l'advanced install, de l'action, voire du value si vous avez la possibilité. Je voulais juste rajouter peut-être quelque chose par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Effectivement, sur le reporting, il y a une vraie attente de notre part pour avoir davantage d'éléments de compréhension. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui nous permettent d'optimiser et pas tout laisser entre les mains de l'algorithme, et notamment les ad assets, qui permettent en fait de décomposer vraiment toutes les visuels, les vidéos, les lignes de texte, et d'avoir des éléments d'appréciation qualitatifs et aussi quantitatifs sur la diffusion et les CPI, les CPR qu'on peut avoir sur chaque type d'élément, ce qui nous permet progressivement d'améliorer aussi les campagnes, surtout si elles sont segmentées comme on l'a fait sur les différents produits qu'on vend et les différents aspects de l'application. Donc on a quand même des éléments qui nous permettent un peu de driver ce qu'on fait. C'est pas total. On se concentre sur les messages marketing. Ouais, ça donne boulot et c'est plus ciblage. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait on peut bien faire les deux. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, dans la mesure où ça performe, bon, on est un peu moins... on s'en contente pour l'instant. Excuse-moi, sur le graphe, on a vu, on voit que le CPA baisse, ça prend à peu près 2 mois pour qu'il vienne à un niveau acceptable, on va dire. C'est l'inertie de l'algorithme à peu près, ou c'est lié à d'autres événements? Ouais, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres événements aussi. Il y a d'autres événements. Là, on est sur une startup pour notre footprint. Tous les mois, on a une visibilité qui augmente aussi, une notoriété qui augmente. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais effectivement, on le voit effectivement sur une nouvelle vidéo, on voit tout de suite un impact. On peut voir des éléments probants qui nous font dire qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui... Il y a aussi un travail qui a été fait sur le site, sur l'app. Ouais. Forcément, on dépend du marketing du client. Donc, si on fait de la publicité et que le site ne va pas, l'application ne va pas, et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne pourra pas marcher. On a beau mettre en avant le produit pour que ce soit bon pour que ça marche. Et justement, il y avait des choses qu'on a retravaillées parce qu'on disait qu'il fallait être plus simple dans la compréhension du produit. Expliquer comment fonctionne l'application pour que l'utilisateur ne s'inscrive quand il a téléchargé. Certains l'ouvraient et ne l'utilisaient pas. Donc,
Donc là, ça peut être lié au taux de transformation de l'appli, en fait, cette amélioration du CPR aussi. Ouais, ça peut être. Alors, pas uniquement, parce que là, on est sur des périodes où on était assez flat sur le plan commercial. Mais... Effectivement, il y a eu des modifications qui ont été faites, notamment. On a rapidement eu le constat qu'il y avait beaucoup de personnes qui téléchargeaient l'application, qui l'ouvraient, mais qui ne se renseignaient pas. Et du coup, nous, on avait des possibilités grâce aux UAC, mais du côté produit aussi, d'expliquer typiquement pourquoi on a besoin d'avoir la carte de crédit ou la plaque d'immatriculation, des choses comme ça qui ont permis d'avoir un taux de conversion plus important. C'est ça que la vidéo a beaucoup aidé, parce que la vidéo explique comment fonctionne l'app. Et avant, en fait, comme c'est un nouvel usage, quand on rentre dans un parking, aujourd'hui, la barrière s'ouvre avec le on n'a pas l'habitude de rentrer sans ticket. Donc c'est aussi une app qui discute un peu le marché. Et donc il y avait un besoin d'explication. Et la vidéo, aujourd'hui, on le sait, que ce soit sur Google ou sur Facebook, c'est quelque chose qui est largement mis en avant. Et clairement, il faut pouvoir expliquer son app aussi avec des formats de temps. Et après, juste au niveau des performances, là on a mis en place une nouvelle vidéo que vous venez de voir. On a regardé la performance sur les 30 jours suivants et les 30 jours précédant la mise en place de ce set de vidéos. Et ce qu'on a vu, c'est une diminution de 13% de notre CPR. Donc ça, il n'y a quasiment aucune modification sur l'app, c'est vraiment inhérent à cette amélioration grâce à la mise en place de nouveaux créatifs. Donc c'est pas l'algo qui améliore, c'est les créatifs qui ont fait la différence. Et après, l'algo va s'adapter. Ouais, et puis surtout, il y avait une target, non? Le target CPA, il était à combien pour cette phase, par exemple? Il était à 20 €, 19 €? Là, on l'avait diminué, et après, sur la phase suivante, il devait être aux alentours de 9 €, je pense. Donc on était en dessous des 9 €? On était en dessous, ouais. Donc il y a aussi ce que je dis à tout le monde, les clients qu'on rencontre, il faut partir de votre besoin à vous et de combien vous êtes prêt à investir pour un app event donné. Et il faut aussi comprendre pour la réponse, c'est qu'à partir du moment où on avait des vidéos qui ne marchaient pas bien ou peu de vidéos, quand on en rajoute, l'algorithme il va avoir plus de data, c'est-à-dire qu'il va aller sur YouTube maintenant, il va utiliser le réseau YouTube et il va maximiser la diffusion. Donc il va récupérer aussi la donnée sur ce nouveau canal, il va s'enrichir et donc il va améliorer les pertes. Donc l'algo va aussi aider, plus on lui donne de visuels, plus il va pouvoir aller sur d'autres supports. Si on ne met pas de vidéo, il va diffuser très peu sur YouTube, il va créer lui-même ses propres vidéos, il va diffuser très peu. Voilà. Et donc le but c'est d'essayer de donner un maximum de créa, la créa est de plus en plus importante, que ce soit des bannières, que ce soit des vidéos, pour que l'outil aille tester des nouveaux canaux et s'enrichisse de données. Voilà, donc c'est ça, c'est lui donner de la créa et lui donner du contenu. N'hésitez pas aussi à AB tester, on a vu qu'il y a on a des données, des infos de performance sur les créas. Si les créas ne performent pas du tout, il faut les supprimer, en rajouter de nouvelles, vraiment essayer de donner de la data à l'algo. Et un dernier point aussi au niveau des ciblages. Donc, tout à l'heure, Christian parlait des audiences, c'est-à-dire qu'à terme, vous allez pouvoir plugger des audiences et dire cette audience est importante pour moi directement dans les UAC au niveau targeting, et donc lui rajouter un peu de données. Mais également, aujourd'hui, on peut déjà aussi supprimer certains mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas être diffusé. Alors, ce n'est pas ultra recommandé, parce que justement, on sait que la machine apprend d'elle-même et arrivera à le définir toute seule. Mais s'il y a certains mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas diffuser, par exemple sur le search ou sur le Play Store, qui ne sont pas bons pour votre business en termes d'image, par exemple, vous pouvez les supprimer, donc vous les exclure en fait des campagnes UAC. Donc, on a quand même la main sur certains points, et il faut maîtriser quand même et piloter ces campagnes. La machine, elle ne peut pas être maîtrisée toute seule. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a plein de problèmes dans une app. Des fois, il y a un problème de tracking, le tracking saute, la machine, elle se perturbe, il faut pouvoir lui indiquer qu'il y a eu un problème, essayer de la contrôler et de la maîtriser. Il y a aussi tout le temps, on challenge aussi les KPI. Au début, on est sur l'installation, après on va essayer de chercher des in-app events, puis on se rend compte que ces événements in-app, l'inscription, le paiement, ils sont moins importants, donc il va falloir réagir, essayer de trouver des solutions. Donc en fait, c'est l'homme qui pilote la machine, il y a quand même une stratégie derrière de pilotage. Et surtout quand vous travaillez sur plusieurs pays internationaux, comment interagir et comment maîtriser les UAC dans des différents pays. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, sur Tinder, lorsqu'on crée des campagnes en Russie, par exemple, qu'on avait un coût par installation qui était très faible parce que les gens téléchargeaient, mais au final, très peu d'inscrits. Donc on avait des KPI différents par pays et on avait des UAC cibles par pays. En Russie, on cherchait plutôt de l'installation parce qu'on avait très peu de payeurs et le but c'était de faire du volume pour lancer le pays. Par contre, en France, qui est un marché mature, sur Tinder, on cherchait de l'inscription. Donc des in-app events qui étaient différents en fonction de chaque pays. Donc à chaque fois, il faut s'adapter en fonction de vos objectifs business et du pays, c'est de réfléchir à quels sont les meilleurs produits qui vont être adaptés pour vous. Et bien évidemment, toute la partie aussi réengagement marketing, ça c'est d'autres produits dont a parlé Christian qu'on n'a pas mis en avant, c'est qu'une fois que la personne a téléchargé votre app, si elle ne l'a pas ouverte ou si elle ne s'est pas inscrite, il faut la réengager. Donc, il y a plusieurs moyens de la réengager, mais également via de la publicité.
réengagement, une fois qu'elle a téléchargé l'app, si vous la retargetez en display lorsqu'elle est sur une app en lui disant hey, t'as pas utilisé OpenGo, inscris-toi, tu verras, c'est sympa avec une vidéo. Il va peut-être s'inscrire au final et vous allez gagner un inscrit. Donc les gens pour lesquels vous avez acheté des installations, que vous avez déjà payé des campagnes, essayez de les réengager dans l'app avec d'autres formats publicitaires, notamment des UAC réengagement qui vont être lancés bientôt. Donc tous ces produits ils sont à comprendre. Et du coup pour terminer et pour initier aussi nos événements, vous savez qu'on en a fait plusieurs, on en a fait un sur YouTube récemment. Il y aura un prochain, et là sur les apps, il y aura un prochain événement qui va être lancé par Audience Plus, qui est une des entités du groupe, qui est sur toute la partie réengagement. Donc comment, une fois qu'on a des personnes qui ont téléchargé l'app, qui se sont inscrits mais qui n'ont peut-être pas payé, comment on va les réengager? Alors là c'est plutôt réengagement via de la push notification, vous devez connaître. Donc c'est quelle solution on met en place, quel scénario on met en place via ces données CRM pour réengager ces utilisateurs et permettre de faire en sorte justement d'avoir plus d'in-app events qui soient réalisés, donc plus de paiements. Donc ça c'est un événement qui sera le 5 juillet dans nos locaux aussi, vous serez les bienvenus pour être parmi nous. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions aussi. Ça va? C'est clair? Bon, merci beaucoup, merci à tous.